Bonjour, nous sommes le jeudi 12 mars. Merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Cette semaine, à l'occasion du marché international des professionnels de l'immobilier d'entreprise, Saint-Quentin-en-Yvelines est en pleine opération séduction à Cannes, l'occasion de faire le bilan des transactions en 2014. À l'approche des élections départementales, la Fédération du bâtiment des Yvelines intervient. Elle a convié les candidats pour leur expliquer la situation économique des artisans du bâtiment. Lorsqu'une entreprise est victime d'un sinistre, comment fait-elle pour recommencer son activité? Quelles sont les démarches? C'est ce que nous verrons avec un restaurant des Clés-sous-Bois. Fermé à la suite d'un incendie en novembre dernier, il vient de réouvrir ses portes et vous allez le voir, les démarches sont nombreuses. Et dans notre entretien cette semaine, nous recevons Jérôme Vincent Génaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant grand compte et spécialiste de l'immobilier d'entreprise à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous répondrez à nos questions sur l'immobilier d'entreprise à Saint-Quentin-en-Yvelines, bilan et perspectives de cette année. Mais avant cela, passons en revue l'actualité économique de la semaine. Je vous le disais en titre, le bâtiment, les travaux publics sont un enjeu de taille pour l'économie yvelinoise. À l'occasion des élections départementales, la Fédération française du bâtiment des Yvelines s'invite dans le débat de la campagne. Mercredi dernier, elle a convié plusieurs candidats pour leur expliquer la situation économique des artisans du bâtiment. Nous étions sur place, regardez. Lutter contre les offres basses, valoriser l'apprentissage, maintenir le soutien financier. Voici 3 des 10 propositions que la Fédération française du bâtiment veut mettre en avant, avec l'inquiétude d'une baisse de budget liée notamment à celle des dotations des communes, entraînant donc la diminution des marchés. La part des investissements en travaux de bâtiments était de l'ordre de 20% dans le budget précédent. Je ne saurais pas vous donner le chiffre en grandeur. Donc c'est tout de même quelque chose d'important. Et encore une fois, nombre d'entreprises yvelinoises travaillent pour le Conseil général. Pour l'année 2014, le budget s'élevait à 1,2 milliard d'euros. Dans les Yvelines, le bâtiment représente 6 800 entreprises, dont 3 000 sont des artisans. Moi, je travaille beaucoup sur les églises et bâtiments anciens pour les municipalités, donc. Et maintenant, nous sommes obligés de trouver des marchés. Alors, la crise a ça de bien, c'est que le particulier s'est recentré un peu plus sur son immobilier, ce qui lui permet de faire des travaux de rénovation quand il le peut. Selon la Fédération, près de 100 000 emplois ont été perdus depuis 2008. Les candidats conviés à cette réunion les ont écoutés et apporté des paroles de soutien, mais pas vraiment de solution. Difficile en effet de faire des propositions en la matière quand on sait que la principale compétence du Conseil général, ce n'est pas la construction, mais le social, et que les investissements en travaux des collectivités sont soumis au Code des marchés publics et ne peuvent donc pas favoriser des entreprises d'un secteur géographique. La Fédération du bâtiment, ce sont 1200 adhérents. Chaque année, le nombre d'entrepreneurs yvelinois augmente. Pour les accompagner, différentes initiatives existent. La Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines organise notamment des rencontres pour accompagner les projets du territoire et les nouveaux entrepreneurs. Mardi dernier avait lieu la soirée Bienvenue en Yvelines. Elle est organisée 2 fois par an et existe depuis 2013. Écoutez ces précisions recueillies au micro de William L. L'objectif était de permettre aux porteurs de projets, nouveaux chefs d'entreprise qui s'implantaient sur le territoire des Yvelines, de mieux connaître leur territoire, savoir tous les atouts que ce territoire a pour eux, et puis leur donner un certain nombre de conseils et pouvoir rencontrer aussi les conseillers référents par territoire. L'activité de ma société est très très récente, donc j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'un certain nombre de conseils et la CCI a déjà répondu à un certain nombre de mes attentes et je viens compléter les demandes d'informations que je peux obtenir au niveau des connaissances du marché local et bien entendu des autres entrepreneurs. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de partager avec les autres entrepreneurs pour voir comment on peut avancer ensemble et pour essayer de faire de moins d'erreurs possibles. Voilà. Et pour information, sachez que la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines organise un nouveau rendez-vous. Il a lieu vendredi, donc demain, de 8h30 à 10h. Donc c'est un rendez-vous qui aura lieu un vendredi par mois. Il s'appelle Express Éco. Au programme des thèmes clés comme les RH, le développement commercial et le numérique. Le thème de demain sera le financement des entreprises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Et enfin, la Chambre des notaires de Paris vient de dévoiler les prix de l'immobilier au dernier trimestre 2014. Cette étude fait apparaître une légère baisse des prix dans le département des Yvelines, avec une diminution de 1,8% pour les maisons et une baisse de 2,3% pour les appartements.
Dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les prix sont aussi globalement en baisse, même s'il y a une certaine disparité. Par exemple, à Elancourt, le prix du mètre carré est de 1 990 €. Il a perdu 30% de sa valeur en un an. Les villes de Guyancourt et de Versailles enregistrent également des baisses de l'ordre de 6,8% et 4,6%. Seul Montigny-le-Bretonneux se maintient. Les prix de l'immobilier sont à la hausse dans cette ville, notamment en ce qui concerne les ventes d'appartements avec plus 0,8% sur la dernière année. En ce moment, vous le savez, je vous le disais en titre, a lieu le MIPIM à Cannes. Alors le MIPIM, c'est le marché international des professionnels de l'immobilier d'entreprise. C'est un rendez-vous incontournable auquel participe l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le territoire a en effet de nombreux projets en cours et tire un bilan plutôt positif de ces transactions en 2014. Regardez ce reportage avec les images de Patrick Jacques de Dixmude. 118, c'est le nombre de transactions enregistrées à Saint-Quentin-en-Yvelines pour 2014. Un bilan positif pour le marché de l'immobilier d'entreprise. En totalité, c'est plus de 123 000 m² de surface qui ont été placés sur l'agglomération, parmi elles de grosses entreprises. Donc l'entreprise Safran qui est arrivée, Baxter, les salariés vont arriver cette année, mais c'est des baux qui ont été signés il y a presque 2 ans et demi. C'est-à-dire entre le moment où une entreprise décide de venir sur un territoire dans un bâtiment neuf et le moment où le bâtiment neuf il est livré et les salariés arrivent, il peut se passer 2 ans, voire un tout petit peu plus. Donc c'est un travail dans la durée. Depuis plusieurs années, l'immobilier d'entreprise ne connaît pas de véritable reprise économique. En Île-de-France, il reste plus de 4 millions de m² de bureaux disponibles. L'agglomération saint-quentinoise s'en sort bien, avec un taux de vacances de 7% en 2014 contre 13% en 2010. De nouveaux projets peuvent potentiellement sortir de terre. Il y a à peu près 110 000 m² d'immobilier d'entreprise prêts à construire. Ce qu'il va falloir, c'est trouver des entreprises qui signent des baux, puisque pour que le chantier puisse démarrer, il faut que l'investisseur ait déjà signé un bail. Donc tout l'enjeu, c'est de porter une dynamique économique. Le marché international professionnel de l'immobilier d'entreprise représente un enjeu important pour assurer la visibilité de cette dynamique économique. Les projets du parc de l'Envol, de l'entrée du quartier de Villarroy et de Quérine seront à l'honneur cette semaine. Et nous continuons sur l'immobilier d'entreprise, c'est le sujet de notre entretien de la semaine. Cette semaine, vous l'avez vu, c'est une semaine importante pour l'immobilier d'entreprise, notamment avec le MIPIM, un événement auquel participe l'agglomération de Saint-Quentin. Pour en parler avec nous en plateau, je le rappelle, Jérôme Vincent Génaud, qui est consultant grand compte et professionnel de l'immobilier d'entreprise. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander un petit peu, est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux du MIPIM ? En quoi ça consiste ? Est-ce que c'est important d'y être ? Alors c'est à la fois important, mais c'est quand même très tourné vers l'international, si vous voulez. En fait, le MIPIM a été concurrencé par le CIMI, qui a lieu en décembre, Porte-Maillot. Donc évidemment, c'est plus facile d'aller au CIMI que d'aller à Cannes, même si c'est très agréable d'y aller. Mais c'est quand même très international. C'est plutôt pour les investisseurs, si vous voulez, internationaux, et c'est moins pour les utilisateurs. Maintenant, ça reste quand même une référence, évidemment. Alors quel est l'intérêt pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin de s'y rendre ? Est-ce qu'il y a des projets, des investisseurs internationaux qui peuvent du coup s'y venir ? Oui, et puis il y a quand même aussi des grands utilisateurs comme Mercedes, effectivement, donc il faut qu'ils y soient, il faut se montrer, bon, même si ça a un petit peu moins d'importance qu'avant, parce qu'avant il n'y avait que le MIPIM, donc tout le monde y allait, là maintenant il y en a un petit peu moins. Donc il faut y être, et la communauté d'agglomération a raison d'y aller, évidemment. Et moi j'aimerais bien aussi y aller, parce que c'est toujours très agréable, on fait plein de rencontres très intéressantes. Mais voilà, maintenant on parle un petit peu plus du CIMI, mais bon, c'est bon. Comme le CIMI, c'est un lieu plutôt pour être visible, c'est un lieu de communication, c'est pas vraiment ici que se signer les gros contrats, j'imagine ? Non, c'est surtout au niveau d'investissement, voilà, ou avec des grandes opérations d'aménagement qui sont annoncées effectivement au MIPIM. Mais bon, pour les immeubles qui sont autour de nous, c'est pas là-bas qu'on va dire tiens, un tel a signé une grande surface. Non, ça c'est un travail de tous les jours. J'aimerais revenir sur le sujet que nous avons vu. Du coup, vous l'avez regardé également. Que pensez-vous du bilan ? Est-ce que ce sont des bons chiffres ? Vous avez vous-même un avis plus professionnel par rapport à ces chiffres ? Alors oui, moi je trouve que c'est quand même une bonne année, si vous voulez, mais c'est un petit peu. Pourquoi ? Parce que on a réussi, c'est Keops, notre société, le groupe Nexity Keops, qui a réussi à vendre à Safran l'ex-siège de Nortel, 44 000 m² sur 17 hectares.
C'est sûr, entre Châteaufort et Magny-le-Hameau. Bon, ben, c'est sûr que quand on fait une transaction comme ça, bon, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, parce que quand on est habitué à additionner des 200 mètres carrés ou des 2000 mètres carrés, tout d'un coup, on en a 44 000. Donc, effectivement, tout ça, c'est un petit peu relatif. Il y a quand même plusieurs grosses opérations qui ont lieu cette année. Voilà, on peut se réjouir quand même, c'est ça, de cette opération de Safran qui arrive, donc pour longtemps, puisqu'ils ont acheté. On se réjouit de l'arrivée de Mercedes, quand même l'année dernière, de Baxter, effectivement, du Crédit Agricole qui se fait construire 20 000 mètres carrés supplémentaires à son campus. Donc tout ça, c'est des grosses opérations qui sont très intéressantes. Par contre, c'est vrai qu'on manque quand même de transactions. Il n'y a pas eu beaucoup de transactions. Évidemment, si on ajoute... Encore une fois, on ne peut pas. La clientèle des 200 mètres carrés, des 2000 mètres carrés, des 20 000 mètres carrés, c'est pas du tout la même. Donc quelquefois. Quelle est cette clientèle? C'est plus des petites PME, des TPE? Oui, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de demandes pour 100, 200 mètres carrés, mais mes collègues n'arrêtent pas. Ils ont 50 demandes. D'ailleurs, il manque d'offres en petite surface. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que dans les 2000, 3000 mètres carrés, on a quand même un déficit de demande énorme. Et par contre, on a des gens comme Nissan Ouest Europe qui cherchent 15 000 mètres carrés. C'est connu, c'est sur la place. J'espère qu'ils vont les trouver, d'ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. Et puis on a des immeubles qui sont plutôt des immeubles de 7 000 mètres carrés, comme le Kérine à côté du Vélodrome, qui est construit par Sodé Arif, qui ne lanceront pas en blanc, c'est-à-dire en blanc sans locataire ou sans l'avoir vendu. Mais pour les agglomérations, c'est quand même plus intéressant d'avoir des grandes entreprises qui s'implantent, justement, que des petites TPE ou des petites PME. Il faut un petit peu de tout, il faut un peu de tout. Mais c'est vrai, quand on peut dire, Mercedes est venue de Rocancourt à Montigny, Safran regroupe ses équipes qui étaient à Plaisir, qui étaient à Montigny et qui étaient à Vélizy, ça fait plaisir. Ça, c'est sûr que c'est bien pour l'agglomération. Justement, les gens qui ne sont pas professionnels ne se rendent peut-être pas compte de l'importance du secteur de l'immobilier d'entreprise. Vous pouvez nous en dire un peu plus, nous dire à quel point c'est important pour une ville justement de récupérer des entreprises petites ou grosses et de les implanter dans leur territoire? Oui, pour les taxes foncières bien sûr, mais aussi pour Safran, c'est 2000 personnes qui vont travailler à terme sur Châteaufort et Magny-le-Hameau. Donc c'est énorme, 2000 personnes, c'est 2000 salariés plus toute leur famille, ça fait 5000 personnes qui vont venir. C'est des gens qui viennent s'implanter, mais après il n'y a pas forcément de recrutement dans l'agglomération, dans le territoire. Oui, quand même. Par exemple, Safran, ils recrutent pas mal quand même. Si. Bon, alors Mercedes, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très loin de Rocancourt, donc il va peut-être pas y avoir énormément. Mais c'est quand même important d'avoir. Et puis c'est des références, si vous voulez. On peut dire, tiens, si Mercedes est venu, si Safran est venu, si Baxter est venu de Maurepas, ça veut dire qu'ils sont bien. Si le Crédit Agricole continue, et LCL, continue à construire 20 000 mètres carrés sur son campus, ça veut dire qu'ils sont bien. C'est un gage de qualité. Pourtant, je voudrais revenir sur le taux de vacances, donc d'inoccupation, qui est de 7%. Comment analyser ce chiffre? C'est beaucoup, ça semble peu, mais en même temps, on voit sur le territoire de Saint-Quentin qu'il y a quand même beaucoup de panneaux à louer. Oui. Comment interpréter un peu ce chiffre? Oui, c'est vrai. Alors, c'est une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout sur nos territoires, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de panneaux et il y a quand même beaucoup d'immeubles vides. Il faut bien le reconnaître. Le parc Ariane 4, l'immeuble Le Mirabeau, où il y avait Europcar, qui est allé au Val-Saint-Quentin. C'est embêtant de voir ces immeubles-là qui font quand même 6 000, 7 000 mètres carrés. Et ça, c'est ennuyeux. Puis je ne vais pas tous vous les énumérer, mais c'est vrai, oui, qu'on en voit. Et à côté de ça, par contre, je sais que mes collègues des petites surfaces ont du mal à trouver des petites offres. Alors, vous voyez, donc c'est plus des grandes entreprises ou des grands ensembles qui ne sont pas occupés et qui restent vacants? Intermédiaire, j'allais dire intermédiaire, parce que vous voyez, on a des 2000 personnes à peu près intermédiaires? 2000, 3000 mètres carrés, ça veut dire 150 personnes, 150 personnes. Là, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal. Alors qu'avant, ça se passait bien. Donc c'est pour ça que vous voyez des beaux panneaux, mais qui sont, c'est vrai que c'est pas, et encore on n'en met pas partout parce que sinon. Pourtant, je voyais dans le sujet, Thierry Cazes disait qu'il y avait encore des projets en construction. S'il reste justement des locaux qui sont vides, pourquoi continuer à construire en fait? Oui, voilà. Alors le seul ennui, c'est que l'obsolescence des bâtiments se fait très vite maintenant. Un immeuble qui a 20 ans, il n'est plus aux normes internationales et les gens maintenant veulent du BBC, du bâtiment basse consommation. Ils veulent que leurs salariés soient heureux de travailler, donc ils veulent de la clim, ils veulent des faux planchers, ils veulent des normes modernes et internationales. Et l'ennui, c'est qu'on a souvent des immeubles qui sont quasiment à démolir. Regardez l'immeuble de l'INSEE qui est en train d'être vendu par les domaines. Enfin, ils ont fait un appel d'offres qui est en cours. Il fait 7000 mètres carrés à côté de la gare. C'est un immeuble qui est quasiment à démolir.
Et donc du coup, les projets qui se vendent le mieux, ce sont des projets clés en main, c'est plutôt de la location, c'est de la construction. Qu'est-ce qui marche le mieux en immobilier d'entreprise en ce moment, en tout cas pour le territoire? C'est difficile à dire, hein, ça si on le savait. Non, c'est pas évident. Oui, les clés en main marchent bien, la preuve. Hein. Encore une fois, je reviens toujours sur Mercedes et Baxter, et Crédit Agricole, mais ça c'est bien. Mais sinon, on a quand même des grands utilisateurs, oui, pour des très beaux, des beaux contacts. Hein. Là, je pense, un immeuble, bon, c'est un peu confidentiel, mais on a quelqu'un qui cherche 18 000 m², donc pour regrouper des équipes. Donc il y a encore des gros projets qui peuvent arriver. Voilà. Mais il y a quand même des immeubles qui vieillissent très vite. Et d'ailleurs, là où il y a Mercedes, c'était l'ancien immeuble de Sodexo. Qu'on a réussi à vendre à un promoteur, CFC Développement, qui est très connu, M. Bernard de Fesquet. La première chose qu'il a faite avec l'accord de la communauté d'agglomération, c'est qu'il l'a démoli il y a quelques années. Et il a bien fait, parce que du coup, il avait un beau terrain, et quand Mercedes a voulu chercher un terrain pour s'installer, pour faire un clé en main, il a fait un clé en main. Du coup, quel est le territoire ou l'agglomération qui est peut-être plus en concurrence, qui propose plus ou moins les mêmes services que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines? Pour des gens qui cherchent des grandes surfaces, on ne va pas se limiter à Saint-Quentin-en-Yvelines. On va regarder aussi sur Vélizy, et on va regarder peut-être aussi sur Massy, effectivement, parce que Massy, c'est quand même bien développé maintenant. Il y a quand même la gare TGV, il y a 2 gares RER. Et maintenant, c'est pas si loin, c'est à l'autre bout de l'OIN, l'opération d'intérêt national. Donc ça aussi, on peut en parler aussi. C'est quand même très bien cette opération d'intérêt national dont fait partie Saint-Quentin-en-Yvelines, mais qui s'étend bien sûr vers l'Essonne, avec Europe Essonne, Versailles-Grand-Parc, etc. Du coup, est-ce que selon vous, le secteur de l'immobilier va-t-il reprendre? Parce que ça fait quand même depuis 5-6 ans qu'il est un petit peu à tonne. Comment ça va? Est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va remarcher? Oui, ce sont des cycles. Vous savez, il y a 2 ans, par exemple, on disait que la Défense, plus personne ne voulait y aller, alors qu'il y avait 5 tours disponibles. Et puis finalement, ça s'est très bien loué assez vite, en quelques mois. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est des cycles. Il faut tenir bon. Mais c'est vrai que parfois, oui, il faut beaucoup de patience. Hein. Beaucoup de patience dans ce métier, surtout pour les grands comptes. C'est vraiment des choses à long terme. Hein. Et du coup, quels sont, on va dire, les éléments avec lesquels vous attirez les entreprises? Qu'est-ce qui fait que Saint-Quentin-en-Yvelines peut faire la différence? Un petit peu, l'opération séduction, comme on l'a fait avec... déjà, les références qu'il y a, déjà les gens qui restent sur Saint-Quentin-en-Yvelines et les belles références qu'il y a déjà. Et puis aussi, par exemple, je prends l'immeuble du Kérine, si vous voulez, qui est à côté du Vélodrome. Moi, je le travaille. Hein, j'ai un mandat de la part de Sœur Arif, la filiale de Bouygues, qui a construit tout le reste, l'aménagement, et les hôtels et les résidences étudiants. C'est quelque chose qui est très agréable à travailler parce qu'au moins, on peut dire, vous voyez, le Vélodrome, il a beaucoup de succès, il y a eu les championnats du monde, on a quelque chose à raconter. Ça, c'est vraiment un peu plus facile. Je ne dis pas que c'est très facile, mais c'est un peu plus facile. Quand vous avez un immeuble perdu un peu au milieu de nulle part, pour vanter ses mérites, c'est pas évident. Donc voilà. Eh bien, merci Jérôme Vincent Genot d'avoir répondu à notre question et à nos questions et d'être venu sur le plateau. On enchaîne avec le chiffre de la semaine. 147 €, c'est le prix minimum du mètre carré à Saint-Quentin-en-Yvelines en ce qui concerne l'immobilier d'entreprise. Un chiffre qui a baissé. Il était de 153 € il y a quelques années. Le prix maximum du mètre carré dans l'immobilier d'entreprise se situe entre 160 et 150 €, mais les transactions se font en moyenne, elles, autour d'une centaine d'euros. Pour information, en 2014, sachez que 22 milliards d'euros ont été investis dans l'immobilier d'entreprise, dont les 3/4 en Île-de-France. Je vous propose maintenant de passer à l'entreprise de la semaine. Et cette semaine, nous proposons de découvrir 2 entreprises. L'une se lance dans une nouvelle initiative et l'autre recommence son activité après un arrêt de plusieurs mois. Ce sont des situations qui arrivent souvent. Alors comment relancer son activité après un sinistre, inondation, incendie? Ce sont des incidents qui impactent considérablement la vie économique des entreprises, surtout lorsqu'elles sont de taille modeste. Au Clé-sous-Bois, un restaurant a été victime d'un incendie en novembre dernier. Il a réouvert cette semaine. Regardez ce reportage, des images signées William L. Romain Ruspini pour le montage. Chef, petite question, le plat du jour, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est des noix de jus de porc à la moutarde à l'ancienne avec des légumes et des frites. Tout est prêt pour le jour J. Loïc Tisba soigne les derniers détails avant la réouverture de son restaurant. En novembre dernier, il a dû fermer son établissement après un incendie d'origine accidentelle. Son activité économique a ainsi été stoppée net pendant plus de 3 mois. Alors aujourd'hui, les habitués ont répondu présent.
C'était affreux. Quand on a appris, on espérait qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas tout ça. C'était vraiment... Puis on s'est renseigné de temps en temps parce qu'ils avaient mis un message téléphonique pour savoir où ça en était. Et donc la semaine dernière, quand j'ai appris que c'était la réouverture, j'étais enchantée. On vient tous les jeudis avec les copines. Tous les jeudis, on vient. Et on est venu exprès aujourd'hui pour les soutenir. Du jour au lendemain, ce restaurant implanté depuis 10 ans au Clé-sous-Bois a dû fermer ses portes. Une période compliquée pour les gérants. Ils ont dû immédiatement entreprendre des démarches pour la réouverture. C'était un peu compliqué au début vis-à-vis de l'assurance puisqu'il faut beaucoup de démarches administratives, savoir la cause de l'incendie, si tout est bien aux normes. Mais par la suite, après, ça s'est décanté. Il a fallu un peu de temps de la mise en route, une grosse machine. Puis après, pour avoir des devis pour les travaux, les factures. Pendant ces 3 mois d'arrêt, les 6 employés et les 2 apprentis ont perçu leur salaire, mais ils se sont retrouvés au chômage technique. Nous, le personnel, ça nous a pas trop touché, quoi. C'est surtout le patron, il a eu beaucoup de démarches à faire pour l'assurance, les papiers, récupérer le maximum qu'il pouvait. Après un sinistre, les démarches sont lourdes, en plus des dommages financiers. Selon la Fédération française des sociétés d'assurance, les professionnels font face à 1 million de sinistres par an. Pour chaque entreprise, cela peut représenter des milliers d'euros de frais liés aux pertes d'exploitation. Le problème qui bloque, c'est le côté financier. Comme on n'a plus d'activité, on n'en rentre plus rien. Mais il sort toujours le loyer sur le véhicule de location, l'électricité, c'est des mensuels, beaucoup de frais fixes. Le compte société vient à baisser très vite et là on commence à paniquer. Donc c'est ce côté-là qui fait peur. 3 mois de fermeture en période de fête de fin d'année, cela représente une perte de chiffre d'affaires conséquente dans la restauration. C'est ce que nous confirme Arnaud Percheron. Il est assureur et habitué de ces dossiers. Les principales garanties pour lesquelles il est important de vérifier dans son contrat d'assurance, parce qu'elles peuvent remettre en jeu la pérennité du commerce ou de l'entreprise qui a souscrit le contrat. Ça va être la responsabilité civile professionnelle, ça peut être pour des dommages causés à des tiers, et pour l'entreprise ou le commerce lui-même, il faut qu'il soit assuré pour sa perte d'exploitation. L'assureur a tout intérêt à faire en sorte que l'indemnisation évolue vite, que l'assuré soit indemnisé le plus rapidement possible, puisque lui, l'assureur, il va lui devoir à son assuré des indemnités de perte de chiffre d'affaires qu'il n'aurait pas pu réaliser pendant la fermeture, évidemment, pendant les travaux. Le restaurateur a dû investir près de 90 000 euros pour les travaux de son établissement. Avec en moyenne une centaine de couverts par jour, il espère amortir cette dépense rapidement. Vous connaissiez les drives des hypermarchés, les drives fermiers, et bien maintenant il y a les drives poissonniers. Il en existe moins d'une dizaine en France. À Voisin-le-Bretonneux, une poissonnerie a décidé de se lancer dans l'aventure afin de profiter du succès de ce phénomène de consommation. Un reportage réalisé avec la rédaction, Romain Ruspinet pour le montage. Des palourdes, du poisson, des huîtres tout droit venues de l'île d'Oléron. Disponibles en quelques clics, il ne vous reste plus qu'à aller les chercher. C'est le principe du drive. Ouverte depuis 1 an, cette poissonnerie a décidé de proposer ce nouveau service. Une prestation plutôt commune pour les supermarchés, beaucoup moins répandue chez les petits commerçants. Pourtant, elle comporte un certain nombre d'avantages. Ça va m'aider parce que déjà, il n'y aura pas de perte. On commande une journée à l'avance, donc je vais à Rungis, j'achète selon mes ventes. Donc c'est pour ça qu'on va faire des petits prix parce qu'il n'y aura pas de perte. Dans le demi-gros, ça peut intéresser les gens qui congèlent comme des grandes familles. Donc les prix vont être ultra compétitifs et ça peut être qu'un plus. Le demi-gros ne nécessite pas de retravailler le poisson qui est vendu tel quel. Vincent se fournit tous les soirs au marché de Rungis. Avec les commandes internet, il peut prévoir ses ventes à l'avance. Le client, lui, sait ce qu'il commande. Il a ensuite 48 heures pour venir chercher ses achats. Bonjour monsieur, je viens récupérer mon colis. Oui, c'est à quel nom? Ça facilite la vie. Moi qui suis beaucoup au travail, je commande sur le site et je viens et tout est prêt. C'est le bonheur. 25% des foyers français se sont déjà laissés séduire par ce service. Si la logistique nécessaire à son fonctionnement est importante pour les supermarchés, les petits commerçants peuvent s'équiper plus facilement. Un simple site internet suffit. Patrick Germain s'est occupé de celui de Vincent. Cela ne lui a demandé à peine que quelques jours. Aujourd'hui, les technologies permettent de mettre à disposition du petit commerçant les technologies qui étaient employées jusqu'à présent par les grands comptes comme Carrefour, Auchan, etc. Et il pourra de la sorte faire aussi du commerce en ligne.
Depuis 4 ans, le phénomène du drive ne cesse de prendre de l'ampleur en France. En 2014, ils ont généré un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. La poissonnerie du chemin des pêcheurs vient à peine de mettre en place son service. Il faudra attendre environ 1 an pour estimer l'impact sur ses ventes. C'est bientôt la fin de notre émission, mais avant cela, passons à l'agenda, au programme de notre agenda de date. Mardi 17 mars, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Yvelines organise le Break Déj. Le rendez-vous a lieu de 11h à 14h à Versailles. Il est dédié aux jeunes dirigeants d'entreprise. Des chefs d'entreprise artisanales et des partenaires de l'artisanat seront également présents au programme réunions et conférences autour de cette question. Comment développer votre chiffre d'affaires grâce à votre réseau relationnel ? Il n'y a pas que des pilotes, des hôtesses et les stewards dans les transports aériens. Les perspectives sont nombreuses et diversifiées. Elles sont accessibles parfois sans qualification et jusqu'à Bac+5, en passant par des formations plus spécialisées, comme les ingénieurs du contrôle et de la navigation aérienne. Si ces métiers et ce secteur vous intéressent, la Cité des métiers de Trappes organise un Zoom métier le mercredi 18 mars de 14h à 16h. Il est animé par Air Emploi. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fil Éco où nous parlerons notamment d'artisanat. Je vous souhaite une très bonne soirée.